Salut Booktube! Il est mi-décembre, il est temps que je finisse mes récapitulatifs de lecture des derniers mois, mais ça y est, promis, c'est la dernière vidéo, puisque ici je vais vous parler des lectures graphiques que j'ai fait en octobre et novembre. J'ai choisi de diminuer le nombre de vidéos que je faisais là-dessus, puisque je dédie pas forcément énormément de temps à l'illustrer en ce moment, je me concentre plutôt sur les romans. Voilà, je sais que ça reviendra, qu'il y aura des périodes où j'en lirai plus ou moins, mais là, c'est un peu une période off pour le graphique. Et du coup dans les 2 mois j'ai lu 5 graphiques, donc il y avait 4 mangas et un roman graphique. Ça a toutes été des très bonnes lectures dans des genres très différents et pas du tout similaires. Et du coup je suis hyper contente de pouvoir vous les présenter aujourd'hui. Et je vais commencer tout de suite par le premier qui est une suite de saga. Et j'ai lu le tome 2 des Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kurage, qui est publié chez Kiun dans leur collection Seinen. C'est un manga qui commence à être très connu, je pense que vous en avez entendu parler. C'est un manga hyper doux, hyper intéressant, intriguant, et j'aime vraiment beaucoup l'ambiance avant tout de ce texte. Ça m'agace un petit peu d'être dans une période où je ne lis pas beaucoup de graphiques parce que j'ai vraiment extrêmement envie de continuer cette série. Il y a actuellement 9 tomes qui sont parus, la série est encore en cours, et on va suivre le personnage de Mao Mao, une ancienne apothicaire et qui devient goûteuse dans le palais royal de la Chine impériale. Et donc elle est un petit peu au centre de machinations politiques et de retournement de situation, et elle se retrouve au service d'une des concubines de l'empereur, donc c'est pas forcément la meilleure position pour survivre, mais elle adore les poisons et elle adore tout ce qu'il y a avec. C'est un manga qui allie vraiment le côté sérieux du complot politique avec une dimension beaucoup plus légère dans le personnage de Mao Mao, puisque elle adore vraiment son travail. C'est une fan de poisons et d'ingérer des poisons pour une raison obscure, et je trouve qu'on a vraiment ce côté adoration et passion qui est hyper rafraîchissant, qui est hyper sympa à suivre dans ce texte. C'est vraiment un de mes points préférés et ça vient parfaitement contrebalancer tous les enjeux plus politiques et plus sérieux qu'on peut avoir. Et cette alliance des 2 dimensions est faite de façon hyper subtile, hyper bien dosée. C'est jamais dans l'excès, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. On ne tombe jamais dans le trop sérieux ou dans le trop loufoque qui devient presque ridicule. Ce n'est jamais le cas, c'est tellement bien dosé, et le dessin est également parfait pour ça, puisque on a vraiment 2 types de dessins qui sont assez différents, avec des dessins hyper sophistiqués, hyper travaillés, qui sont tout juste magnifiques dans le storyboard classique, et notamment les tissus et les tenues qui sont vraiment incroyablement réalistes et incroyablement bien faits. Par ailleurs, on a aussi des moments beaucoup plus mignons avec des petits personnages un petit peu chibi-esques qui vont venir ponctuer le dessin et vraiment venir alléger ce ton, et ça vient parfaitement avec cette dualité dont je vous parlais juste avant. Et si vous voulez un univers original, c'est vraiment vers ce manga qu'il faut se tourner. On n'est pas du tout dans de la fantasy, puisqu'on est dans la Chine impériale, mais c'est vraiment une ambiance très particulière avec toute cette ambiance de cour, ce côté palais impérial, ambiance un peu renfermée, et ça donne vraiment un ton et une patte au récit qui est assez original et que j'ai assez peu vu, notamment en manga, et avoir ça dans un univers non fantasy, même si j'adore la fantasy, c'est hyper appréciable. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur ce manga, puisqu'il s'agit d'un tome 2, mais l'intrigue continue parfaitement, et si vous avez aimé le premier, que vous l'avez lu, n'hésitez pas à continuer, et vraiment je vous encourage vivement à découvrir cet univers, que ce soit pour son ambiance, pour son humour ou pour son dessin. Je vous encourage vraiment à le découvrir. Si vous préférez le côté japonais complètement barré et complètement loufoque, je peux vous proposer ma 2e lecture, car j'ai pu lire les tomes 1 et 2 de Dan Dadan par Yukinobu Tatsu, qui sont publiés chez désormais Crunchyroll, anciennement Kazé, mais ça a été racheté. C'était une des grosses sorties de cette fin d'année, et le tome 3 est sorti ou va sortir au moment où je tourne cette vidéo. Mais on est vraiment sur du manga complètement loufoque, puisqu'on va suivre 2 protagonistes, donc les 2 que vous voyez juste là. Le garçon qui est persuadé que les aliens existent, et la jeune fille qui est persuadée que les fantômes et le côté un petit peu plus mystique est réel. Et en fait, il s'avère qu'ils ont tous les 2 raison, et le garçon va se retrouver hanté par un esprit, alors que la fille va se faire enlever par des aliens, et du coup, ils vont devoir déjouer un petit peu les manipulations de l'un et de l'autre pour se sortir de tout ça et comprendre un petit peu mieux le monde dans lequel
ils vivent, où finalement les croyances de l'un et de l'autre ont été mises à mal. On est sur du pur japonais what the fuck, ça y a aucun doute là-dessus, que ce soit l'histoire comme vous l'avez vu, c'est un petit peu what the fuck, mais aussi dans l'humour qui est très caractéristique de l'humour japonais, complètement improbable et absurde. Et honnêtement ça fonctionne très bien avec moi. Si c'est quelque chose où vous avez du mal, ça peut être un petit peu plus difficile de rentrer dans ce texte, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez omniprésent. Le côté absurde passe aussi énormément dans l'action qui elle est très bien faite, je trouve qu'elle est très lisible, même dans les scènes de combat entre guillemets, et c'est quand même très appréciable d'avoir des choses qui sont faciles à décrypter parce que dans le manga c'est pas toujours évident de lire les combats et là vraiment il n'y a aucun souci là-dessus. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est malgré le côté absurde, on a quand même des thématiques fortes et intéressantes qui sont abordées, notamment avec le rejet des autres, le harcèlement, surtout le harcèlement qu'on peut avoir au Japon où il y a un élitisme encore très présent et il y a énormément de harcelés, et c'est un texte qui va toucher un petit peu à tout ça, à l'acceptation de soi mais aussi à la sexualité et à la découverte de son corps quand on est adolescent, etc. Et avoir ce genre de choses dans 2 premiers tomes d'une saga complètement loufoque de fantastique en manga, c'est quand même assez rare et assez appréciable pour être souligné. C'est vraiment très particulier, je ne suis pas sûre que ce soit pour tout le monde. Il faut vraiment, comme je l'ai dit, aimer le côté japonais un peu absurde. Mais si c'est votre cas, franchement je pense que ça va être un manga très intéressant. Je n'ai lu que les 2 premiers tomes donc je ne peux pas encore dire, je pense que ça promet d'être une saga assez longue. Donc c'est encore un petit peu tôt pour se faire un avis très construit, mais pour le moment c'est très prometteur. La lecture graphique suivante ne surprendra pas grand monde puisque c'était une des sorties très attendues du mois de novembre. Et je veux évidemment parler de la série graphique un petit peu cocon du moment. Il s'agit de Lore Olympus, le tome 3 de Rachel Smith qui est sorti chez Hugo BD. Il s'agit donc de l'adaptation en version papier relié d'un webtoon, et d'ailleurs je me tâte un petit peu à lire le webtoon parce que sinon les rythmes de parution vont me paraître un petit peu lents et j'ai vraiment envie de lire la suite et de découvrir la suite de l'évolution de ces personnages. Je pense également faire, si je me mets au webtoon, des vidéos discussions des arcs narratifs principaux pour chacun des personnages puisqu'il y a plusieurs arcs narratifs, et du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour voir ce que je vais pouvoir discuter sur ce livre. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que j'avais adoré les 2 premiers tomes que j'avais découverts en milieu d'année. Et évidemment, les points positifs sont toujours là et je veux notamment parler du point positif principal pour moi qui est la couleur, qui est absolument magnifique. Chaque personnage est caractérisé par une couleur qui le définit, par exemple Perséphone est en rose, Hadès est en bleu, mais on va également avoir la copine d'Hadès, je me souviens plus de son nom, qui est en rouge, Héra est en jaune, etc. C'est vraiment hyper joli, hyper doux, et ça donne vraiment une teinte à chacun des personnages et une personnalité à chacun des protagonistes qui est vraiment différente pour chacun d'entre eux, et ça participe à aider à les caractériser, et ça fait que tous les personnages sont assez uniques et assez bien définis, même si ils n'ont pas forcément énormément de temps de parole puisqu'il s'agit quand même d'une BD et avec assez peu de bulles, donc chacun des personnages n'a pas forcément beaucoup le temps de s'exprimer, mais ça permet vraiment d'aider à les définir au mieux. Quelque chose de très marquant dans ce livre est notamment le fait qu'il aborde des sujets très importants. On avait vu les prémices de ce genre de sujet dans le tome 2, je ne vais pas dire de quoi il s'agit puisque ce serait évidemment un spoiler, mais je trouve que ces sujets sont très bien discutés, ce sont des sujets importants et c'est vraiment des choses qui sont très bien abordées, très bien discutées, et j'ai été contente de la façon dont c'était fait et du fait que ce soit discuté de cette façon-là. Je trouve que Rachel Smith s'attaque à des thèmes vraiment importants pour la condition de la femme et l'émancipation de la femme également, et qu'elle le fait bien avec douceur et délicatesse comme elle sait le faire pour à peu près tout. J'ai également beaucoup aimé le personnage de Eros qu'on découvre un petit peu plus dans ce tome, mais au-delà de ça, j'ai trouvé que c'était un tome un petit peu plus lent, un petit peu moins impressionnant que les précédents puisqu'il se passe beaucoup moins de choses. Et c'est un tome qui se centre vraiment autour de la jalousie et un petit peu de la guéguerre entre rivales, et c'est quelque chose qui ne me plaît pas particulièrement, donc je dois avouer avoir moins aimé que les tomes précédents. Mais ça laisse aussi aux personnages l'opportunité de s'exprimer chacun de leur côté. Et on sent que c'est prometteur pour la suite, même si ce tome ne m'a pas éblouie et conquise autant que les 2 autres.
Après Lore Olympus, j'ai changé complètement de style une nouvelle fois. Je vous dis, c'est très varié dans cette vidéo. Et j'ai choisi quelque chose de plus halloweenesque. Et il s'agit de Spiral de Junji Ito, qui est publié aux éditions Delcourt dans la version reliée qui est très jolie. Si vous connaissez Junji Ito, vous savez pourquoi je dis que c'est très différent de Lore Olympus, puisqu'il s'agit d'un maître de l'horreur fantasmagorique japonaise, et avec Spiral, on est parfaitement dedans. On va suivre les habitants d'un village qui est maudit par la spirale, et donc il est envahi de spirales de partout qui vont avoir des effets pas hyper sympathique sur les habitants du village, et ça va prendre des proportions de plus en plus énormes, de plus en plus dégoûtantes et de plus en plus absurdes et what the fuck. Au début, on est vraiment plutôt dans des choses assez ténues, assez nuancées, qui peuvent presque passer un petit peu partout, même dans notre vie à nous. Je vous assure qu'après avoir lu ce livre, vous allez voir des spirales partout et vous allez être terrifié des spirales, je vous assure. Et petit à petit, on passe vraiment dans l'horreur japonaise à son paroxysme, avec des choses très visuelles, très graphiques, très dégoûtantes, très nauséabondes presque. On a le moindre sens qui est stimulé par ce dessin qui est vraiment très caractéristique de Junji Ito et qui remplit son rôle à merveille. C'est absolument terrifiant et ça part dans des extrêmes qui sont assez incroyables. Ce livre, c'est vraiment une expérience de lecture et je vous le recommande vivement si vous n'avez pas froid aux yeux et si les dessins un petit peu dégoûtants ne vous rebutent pas. Parce que c'est vraiment assez unique et c'est vraiment une gradation qui se fait de façon très progressive et très bien faite, parce que finalement on arrive à y croire alors que c'est des choses complètement invraisemblables et improbables qui se passent, puisque c'est tellement progressif qu'au bout d'un moment ça nous paraît presque normal. Et encore une fois, c'est extrêmement bien fait, le dessin est absolument incroyable je trouve, et ça fait appel à beaucoup d'angoisse et de choses réelles que l'on peut voir dans la vie de tous les jours et qui viennent un petit peu titiller des angoisses enfouies au fond de nous-mêmes. J'ai d'autres livres de Junji Ito dans ma pile à lire, je vais vraiment les découvrir parce que c'est vraiment une lecture assez incroyable dans un style que je n'avais jamais vu avant. Encore une fois, on est sur de l'horreur très japonaise, on passe du fantastique un peu plus classique comme on peut voir en Occident à quelque chose qui est totalement propre à ce qu'on peut voir au Japon. C'est un style très différent, donc si vous n'avez pas l'habitude, je vous encourage à le découvrir. Encore une fois, il le fait extrêmement bien, c'est un des maîtres du genre. Je vous encourage comme moi à le découper parce que chaque chapitre est une petite histoire, est un petit événement lié à la spirale, et donc ça se découpe extrêmement facilement. Et honnêtement, des fois on a besoin d'un break, et donc je faisais 2 à 3 chapitres par jour et c'était très bien comme ça, je vous l'avoue. Plus ça aurait été un petit peu trop je pense. Vraiment, Junji Ito c'est extrêmement bien, extrêmement qualitatif, donc n'hésitez pas à le découvrir si vous pouvez encaisser ce genre d'image. C'est à peu près tout ce que j'ai lu comme graphique pour les 2 derniers mois. Vous l'avez vu, au fil des mois, je lis quand même énormément de mangas et il y a pas mal de sagas que je vais continuer en tout cas. Et le problème, c'est qu'en bilan lecture, on ne peut pas forcément parler avec des spoilers. Donc ce que je pense faire pour les mangas, c'est faire des vidéos sur des arcs narratifs ou plusieurs tomes de manga dédiés à une série en particulier, un petit peu comme j'avais fait pour Orange. Soit si c'est sur la série complète, sans spoiler, puis avec spoiler si besoin, soit sur un arc narratif, par exemple pour des mangas qui sont assez connus. Pour les carnets de l'apothicaire par exemple, je ferai sûrement ça. Il y aura de toute façon systématiquement une partie sans spoiler, mais j'aimerais bien analyser un petit peu plus puisque le manga donne la place à nos personnages de vraiment évoluer, de vraiment changer. C'est hyper intéressant d'analyser les réactions des personnages, comment ils évoluent, qui ils sont au fond d'eux-mêmes, etc. Et j'adore faire ça, et donc c'est vraiment quelque chose que je voudrais proposer par la suite sur la chaîne en bingeant un petit peu plus mes sagas, pour vraiment aller dans la psyché de chacun des personnages qu'on peut adorer. Je vais peut-être également faire ça sur des animés. Si ça vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à me le dire en commentaire et à me dire pourquoi pas de quel manga vous voudriez que je parle le plus. C'est un énorme plaisir d'échanger avec vous à chaque fois. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.